Salut à tous, on est de retour sur le plateau de Roue Libre. Et oui, ça y est, on est mardi. On reprend comme d'habitude le rendez-vous qu'on aime avec un Polo souriant, mais un Polo qui grince un peu des dents parce qu'il s'ennuie un peu sur la Vuelta. Ouais, je m'ennuie un peu. Bon, après, moi, quand je regarde du vélo, je m'ennuie jamais. Ça, faut le savoir. Et même sur la Vuelta, même si on pourrait faire mieux, il se passe toujours plein de trucs, faut l'avouer. Peut-être un peu moins bien que le Giro et le Tour de France, surtout cette année, mais bon, on se régale quand même parce qu'on a quand même du vélo, du beau vélo, avec des très grands coureurs, pardon. Quel beau discours comme ça, d'amoureux de vélo. Est-ce que toi aussi tu arrives à t'amuser, même quand les courses sont ennuyantes, mon cher Robin? Bien sûr qu'on s'amuse, même si c'est vrai qu'on nous a un peu tué le suspense ces derniers jours, disons depuis la dernière émission, quoi. C'est vrai qu'il y a un gars qui est effectivement très fort sur cette Volta, on va en parler, c'est Primoz Roglic dont on avait parlé, c'était votre favori d'ailleurs pendant Une fois, on s'est pas planté. Exactement, ouais. Même si c'est pas fini. On va en faire un focus. Décote, hein. Ouais, bah bien sûr. On va en faire un focus de cette Volta. On va faire un passage en revue de cette deuxième semaine. Et après, on va enchaîner sur un débat sur Miguel Ángel Lopez. Vous aviez évoqué votre scepticisme sur lui, sur cette preview aussi. Et bah là, il est pas du tout en phase pour gagner cette Vuelta. Donc la question qu'on se posera, est-ce que oui ou non, il pourra gagner un grand tour dans les prochaines années? On enchaînera comme d'habitude sur bonif et quiz pour terminer l'émission. Mais on commence cette émission comme d'habitude par les news. C'est parti. Première news, c'est le Grand Prix de Fourmies. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix de Fourmies, les amis? Eh ben, la première chose qu'on va voir, c'est une nouvelle qui nous a fait assez peur. C'est Bouhanni, Nasser Bouhanni, qui est tombé lourdement. On va voir la photo après ce bel écran noir qu'on a. On va voir cette belle photo. Enfin, non, c'est pas cette belle photo. On va voir Nasser Bouhanni qui est tombé, qui a lourdement chuté dans le sprint final. Et Polo, on a quand même très peur en voyant sa chute, qui en plus est atypique, on va le dire, parce qu'il est passé de droite à gauche à une vitesse monumentale. Ouais, il a expliqué sur Twitter, je sais plus exactement les raisons qu'il a donné. Il a déjanté. Et puis du coup, ça a fait un écart. Il frotte avec Philipsen, il me semble. Il se touche un peu. Je crois que c'est lui qui perd un peu la maîtrise de son vélo. Il vient taper Philipsen d'un côté. Et après, il repart d'un coup de l'autre. C'est hyper impressionnant. Voilà, c'est exactement le tweet auquel je pensais. Après 24 heures à penser mes plaies, à avoir lu certains commentaires, je tenais à apporter des précisions. J'ai déjanté de la roue arrière en plein sprint, ce qui m'a déséquilibré et fait perdre le contrôle. C'est pour ça, quand il perd le contrôle, du coup, il va taper d'abord Philipsen et après, il va de l'autre côté de la route et puis voilà, il s'éclate un peu. À 60 à l'heure, t'as aucune chance. Et on pense aussi à Sikevicius, le coureur de Delco, qui se mange son vélo après et qui chute aussi, lui, de manière très violente. Plus de peur que de mal. Bon, on l'a vu, il ressemblait un peu à Toutankhamon après Nasser Bouhanni. Plus de peur que de mal, mais vraiment une année noire pour lui. On a déjà hâte de le revoir sous d'autres auspices l'année prochaine et avec, je l'espère, une meilleure forme et le voir lever les bras. Vous savez que je l'adore. J'espère vraiment le voir gagner l'année prochaine. Ouais, dès qu'il a une opportunité, il se passe quelque chose pour Nasser, quoi. Ouais, franchement, là, ça fait beaucoup de poisse quand même. Parce que je pense que lui-même, même si l'histoire avec Cofidis est catastrophique sur la fin, il aurait envie de partir avec une victoire. Peut-être même pas spécialement pour l'équipe, mais pour lui, pour son honneur, pour son ego aussi, parce que ça reste un sprinter qui a besoin de gagner. Mais là, ça fait vraiment beaucoup. Il y a sûrement beaucoup de choses à reprocher à Nasser Bouhanni dans le fait que le mariage n'ait pas fonctionné avec Cofidis et avec Cédric Vasseur. Mais il n'y a pas non plus que lui qui est en faute là-dedans. Et je pense qu'il a hâte de pouvoir tirer un trait sur cette histoire, changer de maillot au mois de janvier et ouvrir un nouveau chapitre, même si on ne sait pas encore où il sera. Donc il y a des rumeurs à droite à gauche. Mais il sera sûrement très content quand ce sera officialisé, qu'il pourra enfin passer à autre chose. Le sprint a quand même eu lieu, évidemment, pour ceux qui étaient encore sur leur vélo. Et c'est Pascal Ackermann de la Bora qui a gagné ce sprint devant Jasper Philipsen. Polo, tu en parlais de Philipsen. Et Van Poppel qui a pris la 3e place. Ackermann qui s'est fait respecter sur ce sprint. Ouais, Ackermann dans la lignée de sa saison, qui pour moi, je pense, du moins cette saison, d'ailleurs avec son coéquipier Sam Bennett, est le meilleur sprinter intrinsèque. Devant Groenewegen. J'avoue que Groenewegen, c'est toujours la même question en fait quand on parle à chaque fois sur toutes les 3-4 semaines dans cette émission, on se pose la question de savoir qui est le meilleur sprinter. C'est sa 10e victoire. C'est vrai que c'est dur à dire. Ackermann est fort, Bennett est fort, Groenewegen est fort, on le voit encore sur le Tour de Grande-Bretagne. Voilà, mais après là sur le plateau qu'il y avait, en plus Christophe, bon même si il y avait Philipsen, Christophe n'a pas participé au sprint. Philipsen, lui aussi dans la lignée, même si c'est un très jeune coureur qui prend de l'expérience, lui aussi fait une très belle saison et lui aussi dans la lignée de cette très belle saison fait une très belle place. La hiérarchie a été respectée sur ce sprint, voir Van Poppel aussi compléter le podium, c'est pas surprenant. Les meilleurs sont aux meilleures places, là pour le coup hiérarchie respectée.
On enchaîne sur le Tour de Grande-Bretagne, les gars. 3 étapes. Grâce à Robin avec Groenewegen. Grâce à toi, Polo. Pas le modeste. Exactement. Pourquoi Groenewegen? Parce que Groenewegen a gagné déjà 2 étapes sur 3. Il a gagné la première étape, il a gagné la 3e étape et c'est Matteo Trentin qui a gagné la 2e étape. On va voir cette belle photo de Dylan Groenewegen, Robin, qui effectivement, comme tu le dis, peut être considéré comme l'un des meilleurs sprinters. Il est à 10 ou 11 victoires cette saison. Ouais, disons que c'est assez personnel, mais si moi je devais monter une équipe demain et que j'avais le choix parmi tous les sprinters du peloton, je prendrais sûrement Groenewegen. Mais c'est un peu le même cas que Ackermann au Grand Prix de Fourmies. Il a juste gagné face à une concurrence qui n'était pas censée être de taille de le faire douter. Donc voilà, ça risque de se poursuivre sur les prochaines étapes de sprint de ce Tour de Grande-Bretagne. Et il n'y avait pas trop de suspense quant à la forme de Groenewegen. Devant, par exemple, Chimolai. Polo, un mot sur ce Tour de Grande-Bretagne. Est-ce que là aussi, tu arrives à t'enchanter pour ce genre de course, diffusée d'ailleurs sur l'équipe TV? Chaque course à laquelle participe chaque course à laquelle participe Mathieu Van Der Poel, j'arrive à m'enthousiasmer. Je l'ai beaucoup regardé dans les sprints. Le premier, il est pas loin. Le deuxième, il est pas dans la bataille finale. Le troisième, pareil. Pas sur la photo. Ouais. Il est pas loin non plus. On en parlait un peu avant l'émission. Voilà, c'est la victoire de Matteo Trentin. Tout à fait. Matteo Trentin, qui est leader à l'heure où on parle du général. Comme on en parlait avec Robin en début d'émission, il a en reprise. Son objectif, il est dans un mois, un peu moins d'1 mois maintenant. C'est les championnats du monde. Un profil qui lui convient très bien, ces championnats du monde, qui fera d'ailleurs encore une fois, une parfaite transition avec ce qu'on va parler après. C'est incroyable. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir un peu Mathieu Van Der Poel parce que c'est vrai que dans ce Tour de Grande-Bretagne, il n'y a pas ou très peu d'intérêt finalement, à part le regarder, lui, le diamant brut, quoi. Effectivement, parce que la 3e news, c'est à propos des championnats du monde. Les sélections tombent les unes après les autres. On a eu la française il y a quelques jours avec Julien Alaphilippe qui sera leader nommé par Thomas Voeckler. Et on a eu 2 sélections très importantes qui sont tombées. La première, Robin, tu voulais en parler, c'est celle de la Nederlande, mais ça ne venait plus, voilà, des Pays-Bas avec Mathieu Van Der Poel. Et il y a celle aussi de la Belge dont on va parler juste après Robin. Van Der Poel qui sera donc leader sûrement. Exactement, il est même annoncé par pas mal de bookmakers comme le favori numéro 1 de ces championnats du monde, devant Peter Sagan, devant Julien Alaphilippe, parce que j'ai envie de dire, peu importe le scénario de course, il y a des chances qu'on retrouve Van Der Poel dans le final, alors que Sagan et Alaphilippe ont peut-être besoin de chacun d'un scénario spécifique. Donc forcément, Van Der Poel, on le regarde en ce moment parce que les mondiaux, c'est dans un peu plus de 2 semaines seulement, et on a envie de voir la jambe qu'il a. Il n'a pas eu le même été que les autres parce que Sagan et Alaphilippe ont coupé après le Tour de France. Van Der Poel, lui, il allait faire des manches de VTT, des manches de Coupe du Monde de VTT. Il en a d'ailleurs remporté face à Nino Schurter, donc il fallait quand même une forme sympa. Bon, alors il n'avait pas fait le Tour de France avant, donc il est un peu en décalé finalement par rapport aux gros autres coureurs, même parmi la sélection belge, il y a pas mal de garçons qui ont fait le Tour de France. Lui, il a vraiment un calendrier différent pour arriver jusqu'à ces mondiaux. Il a fait l'Arctic Race en août, donc voilà, on va surveiller sa progression. Il va y avoir des étapes accidentées là sur la fin de semaine en Grande-Bretagne, voir comment il va se montrer. Il y a des chances qu'il soit là et en tout cas, il va être un des épouvantails de ces mondiaux avant le départ. Dans ces sélections, Paul, il y a des grandes différences. La sélection française et la sélection des Pays-Bas sont tournées clairement vers un leader. En revanche, la sélection belge qu'on va découvrir, là, on a fait un autre choix du côté des Belges. Mais clairement, et pour revenir sur la sélection française, on a le temps, on en reparlera évidemment des mondiaux, on en fera un vrai focus, une vraie loupe, comme on dit, sur cette équipe de France. On se demandera si c'était une bonne ou une mauvaise équipe, mais pour revenir à la sélection belge, forcément, quand tu lis le roster, tu te dis que c'est sympa, mais comment tu fais matcher tout ça en fait? Comment t'expliques à Philippe Gilbert, qui est quand même en très grande forme, on l'a vu sur le Tour d'Espagne, qui sera sûrement coéquipier? Comment t'expliques à Dylan Teuns aussi, qui est en forme? Il a gagné une étape sur le Tour de France et on sait que dès que ça monte, surtout quand c'est pas trop long et que c'est assez pentu, il répond présent. Et pareil, de lui dire qu'il sera coéquipier. Comment t'expliques à Greg Van Avermaet, qui est moins en forme cette saison, que lui aussi aura ce rôle de coéquipier par rapport à Evenepoel, par rapport à Oliver Nassen? Ils vont tous être coéquipiers pour Evenepoel? Non, moi je pense, et justement j'allais y venir, tu dois choisir un leader parce que sinon tu vas aller dans le mur. Et moi je pense qu'il faut choisir Oliver Nassen ou Remco Evenepoel. Alors il y a une raison, Paul, c'est très peu de coureurs. Il n'y a pas un sprinter, il n'y a pas un mec capable de gagner. La liste doit être complétée. Il y a des noms qui ne sont pas encore. D'accord, ok. Ils ont 7 coureurs, je crois, en tout. Donc ça va être complété par quelques noms.
Mais c'est vrai que ça a toujours été le problème de la Belgique d'avoir, sur des parcours vallonnés, énormément de leaders, de leaders potentiels, de garçons capables de se montrer. On se rappelle de 2012 à Valkenburg où Gilbert gagne. C'est pareil, on a une équipe belge pléthorique. Alors c'était peut-être un peu plus simple à l'époque parce que Gilbert avait plus l'aura du leader, avait été davantage le leader naturel. Alors que là, comme tu dis, Paul, comme ça, type Flandrienne, par rapport à Pounen notamment. On avait un Björn Leukemans aussi qui était très fort à l'époque. On avait un Greg Van Avermaet qui était là. Et là, aujourd'hui, ça va être dans 2 semaines et demie, ça va être aussi le souci de faire cohabiter tous ces garçons. Tu as raison. Je pense que tu peux pas choisir un Remco Evenepoel en leader de l'équipe belge. Ils sont en électron libre, je pense, à tenter un coup de loin, c'est sa spécialité. Et sur ce genre de profil, on en parlait, il est capable de le faire. Mais tu peux pas demander à Gilbert qui a des années d'expérience, qui a Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, qui a quasiment toutes les classes, qui est en forme, qui est champion du monde et qui est en forme, tu peux pas lui demander d'être coéquipier. Comment tu peux dire à Nassen qu'il est coéquipier? Et un peu pareil pour Van Avermaet. Nassen, il a moins un statut pour moi pour revendiquer le leadership. Nassen a une bonne pointe de vitesse. Van Avermaet, non. Van Avermaet, non, mais Van Avermaet n'a pas la forme qu'il avait, notamment il y a 2 ans. De toute façon, il va se faire des nœuds au cerveau, c'est sûr. Mais je pense que tu peux pas dire à Gilbert qu'il est coéquipier. Je pense qu'il faut qu'il se rajoute un sprinter. Je pense au champion de Belgique, à Tim Merlier, comme ça, qui va pas demander grand-chose dans l'équipe. De Buchereux. Des mecs qui vont pas demander grand-chose tactiquement, mais s'il y a emballage final, s'il y a un sprint massif, où ils auront peut-être une chance de défendre leur chance. Là, c'est un gros sprint, la Belgique ne peut rien faire. Oui, mais c'est aussi à double tranchant, parce que si tu viens avec un sprinter et que tu n'arrives pas à faire péter la course, tu te dis bon bah c'est pas grave, on a un sprinter, sauf que ton sprinter ne gagnera pas, il va juste être là pour faire une place. Alors que si tu n'as pas de sprinter, d'un côté tu te forces toi-même à absolument faire péter la course et tu as les hommes pour. En tout cas, ce sera les Belges évidemment parce que il y a des problèmes, mais ça reste des problèmes de riches, parce qu'il y a des très bons coureurs avec des gens qui sont là pour tout faire péter dans le profil. Et on aura exactement 10%. On y reviendra. Exactement, Polo. Je sens que tu as très envie de parler de ces championnats du monde. Ouais, j'adore les championnats du monde. En plus, ça va être très 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 excitant forcément, et on le rappelle, c'est les championnats du monde qui auront lieu en Grande-Bretagne dans le Yorkshire. Ce sera le 29 septembre. C'est terminé pour ces news. Polo, tu rigoles, tu me diras après pourquoi. Et on va enchaîner tout de suite avec un Focus Vuelta. C'est parti. Et si on y va dans le Yorkshire, pas en septembre. La Vuelta, donc, c'était la 2e semaine qui a eu lieu et on va découvrir le classement général à l'issue de cette 2e semaine. Primoz Roglic a largement pris les devants, 2,48 d'avance sur Alejandro Valverde. Et cette 3e semaine, ça va sûrement être une bagarre entre Valverde, Pogačar et Lopez pour le podium. On va suivre ça. Les vainqueurs d'étape, c'est la première chose. On va dire un mot là-dessus. Si vous avez envie de dire un mot sur un vainqueur d'étape, sur un autre, on va voir qui a gagné cette semaine. Semaine clairement dominée par la Jumbo sur le plan du classement général, mais aussi en termes de victoire d'étape, parce que Sepp Kuss a gagné une étape, Primoz Roglic a gagné le contre-la-montre. Polo, qu'est-ce qui t'a inspiré comme victoire d'étape cette semaine ? Attends, je regarde. L'étape 10, non, logique. L'étape 11, non plus. L'étape 2, Gilbert, favori, grosse pancarte, qui attaque dans la dernière côte, qui fait la différence, qui résiste. Vraiment à la Gilbert des grandes années. Ça, pour le coup, ça m'a bien fait kiffer. Pogačar, l'entente avec Roglic, oui, c'est sympa. C'est dommage qu'ils ne se soient pas joué l'étape tous les deux. Bennett a fait du Bennett. C'est le meilleur sprinter de cette Vuelta et de loin. Sepp Kuss, j'ai trouvé ça cool. Déjà qu'il a un bon de sortie. C'était pas dit quand même avec un Primoz Roglic en rouge. C'est aussi ça le charme de la Vuelta. On n'avait pas pu voir ça sur le Giro ni sur le Tour de France, je pense, de voir. Parce que t'es pas un mec avec 3 minutes d'avance aussi. Non mais voilà, c'est ça aide aussi. Mais par exemple, le meilleur lieutenant, avec Georges Bennett, mais peut-être le meilleur lieutenant en montagne de Primoz Roglic qu'on envoie devant, c'était peut-être une stratégie aussi, mais du coup, vu que l'échappée a pris beaucoup d'avance, qui joue la victoire, c'est assez fou. Et puis l'étape de Fuglsang, je suis content, sa première victoire sur un grand tour, lui qui court depuis quand même assez longtemps derrière ça, et même derrière 14e grand tour, il a fini par gagner. Voilà. Il a été un peu habitué à avoir de la poisse, encore une fois sur le dernier Tour de France, mais c'était que la suite d'une longue série, donc c'est bien que pour une fois, ça lui sourit. Il y a une victoire qui t'a fait plaisir particulièrement à toi, Robin ? Celle de Fuglsang, justement, qui a fait un énorme printemps, on en a énormément parlé, qui a été aussi très fort au Dauphiné, et qui m'a un peu déçu sur le Tour de France, même si c'est pas lui, c'est pas totalement de sa faute, parce qu'il y a des chutes, il y a cette blessure. Il tombe 2 fois. Ouais. Voilà, et il y a des chutes dont on se relève. On se rappelle que Geraint Thomas, par exemple, a beaucoup chuté cette année et qu'il n'a jamais été blessé sérieusement. Fuglsang, il a peu chuté, mais ça a été à chaque fois sévère. Donc je suis content qu'il ait pu avoir le sourire sur cette Vuelta. En plus, Astana, on va en parler avec Lopez, ne fait pas le grand tour espéré au niveau du général. Au moins, ils auront ça pour se consoler. On passe tout de suite sur le classement général. On revient au classement général. Primoz Roglic qui, donc, on le rappelle, 2,48 d'avance avant la 3e semaine. Il avait fait un Giro
moyen. Il avait raté son objectif, Polo. Bon, bah là, il est en plein dedans, quoi. Et il a mis un coup de massue à tout le monde, aux téléspectateurs, mais aussi, évidemment, à ses adversaires. Bon alors, il reste une semaine. On l'a vu quand même un peu plus en difficulté. Même la première fois qu'on l'a vu céder quelques mètres hier à l'arrivée à l'alto des je ne sais plus quoi. Léna. Koubia. L'alto des Koubia, sans manquer de respect à cet alto, justement. Il a eu un peu de mal à suivre Pogacar et Lopez, mais bon, il a un matelas tellement important d'avance. Il a finalement tenu. Ouais, il a bien appris. Et il l'a dit lui-même, il a bien appris de son erreur sur le Giro. Peut-être, et moi je l'avais dit, que sa préparation pour le Giro n'était pas bonne. Je pense qu'il a trop couru, en tout cas trop à haut niveau d'intensité et de performance. Je pense qu'il n'était pas assez en forme sur le Giro pour tenir, mine de rien, parce que même s'il a fait des erreurs stratégiques, niveau forme, notamment en montagne, il était quand même assez loin de ce qu'on voit là aujourd'hui. J'ai vu une question sur Twitter, on se demandait, est-ce que ce Roglic a gagné le Giro? Et ben moi, je sais pas, mais je mettrai une petite pièce là-dessus quand même. C'est un Roglic qui a l'air plus sûr de lui, qui a l'air surtout beaucoup plus en forme, notamment en montagne. Le contre-la-montre, on n'en parle même pas. Et voilà, c'est un Roglic qui met de son sujet, qui n'est pas du tout inquiet et qui devrait remporter ce maillot rouge, normalement, sans problème. C'est vrai qu'en début de semaine, Primož Roglic, il a clairement utilisé ce contre-la-montre pour faire le lead de sa victoire, potentielle en tout cas, Robin. Complètement. Et on savait que ça allait se jouer surtout sur ce contre-la-montre. Il a fait de gros écarts. Quasiment tout le monde a plus de 2 minutes. Quintana a 3 minutes. C'était énorme, mais je trouve qu'il n'a pas uniquement profité de ce chrono. Parce que il était déjà en avance sur ses adversaires en montagne. Il était déjà en avance, alors pas sur temps. Quintana, mais et 3 jours plus tard. Lopez. Voilà, et 3 jours plus tard, sur l'étape où ils arrivent à 2 avec Pogacar, sur l'étape Andorran, bah, c'est lui le meilleur en montagne avec Pogacar. Donc ce Tour d'Espagne, il est en train de le remporter autant en contre-la-montre qu'en montagne. Et il me semble qu'on a la déclaration d'un de ses directeurs sportifs de Jumbo-Visma qui revenait sur ça un peu sur le Giro. Adi Engels, effectivement, on a la déclaration d'Adi Engels qui disait que voilà, il a évolué en tout cas. Et en fait, j'ai l'impression que Jumbo-Visma est une des meilleures équipes pour apprendre de ses erreurs. Voilà, il expliquait il y a quelques jours, je crois que c'était après le chrono, vous apprenez de vos erreurs. Le plus important, c'est que Primož s'est déjà retrouvé dans cette position d'être un favori dans la bagarre pour le maillot de leader. C'était sur le Giro, ça n'a pas payé puisque Roglic n'a pas gagné. Il a fait beaucoup d'erreurs sur ce Tour d'Italie, mais il a appris de chacune d'elles, j'ai l'impression. Et la gestion qu'il fait sur cette Vuelta, elle est parfaite. Il y a quasiment rien à dire, voire peut-être complètement rien à dire. Le seul jour où il perd vraiment du temps, c'est sur le contre-la-montre, mais c'est une chute qui est complètement pas de sa faute. Donc voilà, Roglic fait la Vuelta qu'on attendait. T'as raison. Contre-la-montre par équipe, parce que exactement. Pour que les gens resituent. Donc Roglic fait la Vuelta qu'on attendait de lui. Il aurait dans cette forme-là, dans cet état d'esprit-là, il aurait sûrement gagné le Giro. Je suis d'accord, mais il avait besoin de se planter sur le Giro pour arriver au Roglic qu'il est aujourd'hui. Comme Simon Yates l'année dernière. Exactement. C'est dans un autre style, c'est un peu la même trajectoire finalement. Et ce qu'il faut se dire aussi pour Primož Roglic, c'est que mine de rien, ce parcours de Vuelta, qui est censé avantager Valverde qu'on voit derrière et qui l'avantage Valverde, et ben avantage un Primož Roglic. Certes, c'est un rouleur. On se dit que c'est plutôt quelqu'un qui peut emmener un rythme, linéaire sur des longues montées. Ben non, Roglic c'est pas ça. Roglic c'est quelqu'un qui est très à l'aise sur les montées courtes et les montées raides. Ça peut surprendre. On sait pas ce qu'il l'avait déjà vu en fait. sur le Tour du Pays Basque. On l'avait déjà vu, notamment cette année, pas cette année, l'année dernière. Il est fort sur les montées courtes et sur les montées pas très longues. Il l'a dit, ouais, il a dit après les Machoukos qui étaient très raides, des pentes à 30%. Certains pensaient que ça allait être le moment critique pour lui. Et finalement, il est l'un des plus forts avec Pogacar. Je vais pas me lancer de fleurs, mais moi je suis pas surpris parce que finalement c'est un profil vraiment atypique où par rapport aux autres grimpeurs rouleurs, il est moins à l'aise peut-être sur les cols plus longs. On l'a vu déjà hier, le col était plus long. Il a eu du mal face à Miguel Ángel Lopez, dont c'est la spécialité, et face à un Pogacar. On ne sait pas encore lui quelle est sa spécialité, mais il a eu un peu plus de mal que par rapport au Machoukos où il a survolé la concurrence. On a un tableau qui récapitule en gros le retard qu'il avait sur Quintana juste avant le contre-la-montre et l'avance qu'il a aujourd'hui. Pour rappeler un peu ceux qui n'ont pas pu suivre cette deuxième semaine de Vuelta, il avait 6 secondes de retard sur Quintana avant le contre-la-montre. Il a aujourd'hui 2,48 d'avance sur Valverde. Robin, est-ce qu'on peut en vouloir quelles erreurs ont été faites par ses adversaires pour perdre autant de temps ? Moi, je pense qu'ils sont juste pas aussi forts que Primož Roglic. Alors, on a parlé la semaine dernière de Movistar. Est-ce qu'ils font n'importe quoi ou pas ? Jusqu'à la semaine dernière, on était à peu près d'accord avec Paul d'ailleurs pour dire que non, ils avaient couru assez bien comme il fallait. Dans la semaine, il y a eu la montée des Machoukos où c'était un peu bizarre. On a Valverde qui monte tout seul.
qui est lâché et qui est 3 mètres devant Quintana, et les deux ne se donnent pas un relais. Alors bon, on peut dire que sur des pentes aussi raides, l'aspiration joue peu et finalement chacun dans son effort, mais c'était quand même un petit peu bizarre. Sinon, je pense que personne n'a vraiment fait d'erreur. Miguel André Lopez n'est juste pas assez fort. Pogacar est très fort, mais pas assez. Déjà content d'être là. Voilà, exactement. Valverde, c'est un peu un jour avec, un jour sans, parce que ça a toujours été le problème de Valverde, mais il est malgré tout deuxième du classement général à 38 ans, ou 39, je sais plus. 39. Donc 39 ans, voilà. Deuxième du classement général d'une Volta. On est monstrueux. On est demain, donc aujourd'hui repos, demain mercredi, il reste 4 jours. On est à 4 jours de l'arrivée d'un grand tour de 21 étapes. Il est encore deuxième. Et l'année dernière, c'était la même chose. Justement, Robin, tu commences à évoquer cette suite. On a une déclaration de Primoz Roglic qui dit voilà, je n'ai pas peur de la dernière semaine. Quand j'ai fait le Tour de France, je me sentais très bien dans cette dernière semaine. Paul, qu'est-ce qui peut se passer pour relancer un peu ce suspense? Est-ce que tu y crois un peu? Pas du tout. Ou est-ce qu'il faut-il faire attention? Le suspense, il ne sera pas pour la victoire, mais le suspense sera derrière. Il y a une belle bataille pour le podium qui s'annonce avec Pogacar, Valverde et le troisième larron que j'oublie, Miguel Ángel Lopez. Ouais. Là, pour le coup, ça va être intéressant parce que si Primoz Roglic est à l'aise, on l'a vu, notamment il le dit lui-même sur le Tour de France l'an passé, où il gagne la dernière étape de montagne à la Reims. Les autres sont forts aussi. Miguel Ángel Lopez, c'est 2 podiums en 2017, en 2018. Il va aller chercher sur les dernières étapes de montagne, que ce soit sur le Giro ou la Vuelta. Est-ce qu'on lui donne pas un petit peu malgré tout? Je sais pas. Thibaut Pinot lui donne sur le Giro, sur la Vuelta. Il va la chercher en Andorre où il attaque de loin et il met même en difficulté un peu Simon Yates. C'est la première fois que Simon Yates est en difficulté. Bon, on en parlera tout à l'heure de Lopez. On sait que Valverde, lui, mine de rien, il n'a jamais de problème de forme. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. De toute façon, le parcours, et lui-même le dit dans une déclat que j'ai lue, le parcours lui convient. Ça ne monte pas une seule fois au-dessus de 2000 mètres jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de long col, pas d'arrivée trop compliquée. Voilà, ça convient aussi à Valverde. Et ce qui convient à Valverde, il faut le savoir, convient aussi à Roglic. On l'a très bien vu sur ces 2 premières semaines. Donc non, pas de suspense pour la victoire, mais beaucoup de suspense pour le podium, parce que Pogacar arrive fort. Hein. Même si mais Pogacar, même s'il n'y croit pas, ouais, effectivement, c'est le podium réellement qu'il vise. On a une déclaration de Tadej Pogacar qui dit « Je ne panique jamais parce que je donne toujours tout ce que j'ai ». Ça, il parle un peu de sa victoire d'étape, notamment quand il se retrouve avec Primoz Roglic, comment gérer tactiquement la situation. Le top 3 peut être jouable, mais pour le moment, je ne veux que me détendre lors de la journée de repos. Il sera très heureux s'il est sur le podium. Hein. À cet âge-là, faire un podium sur une Volta, même si c'est que la Volta, entre guillemets, et que ce n'est pas le grand tour le plus coriace, ça restera assez énorme. Il prend rendez-vous pour l'avenir. Comme Valverde, qui je pense sera très content s'il termine sur le podium. Le seul qui sera peut-être vraiment déçu, c'est Lopez, parce qu'on l'annonçait comme l'un des 3 grands favoris avec Quintana et Roglic. Mais je pense que Valverde venait en se disant qu'un podium serait déjà très bien. Et je pense que Pogacar venait sans même y penser. Après, on n'est pas à l'abri que Roglic se mette dans un ravin et se pète une clavicule d'ici dimanche. Donc voilà. On a, juste pour terminer ce focus, on dit un mot de Quintana. Quintana qui s'est complètement effondré. Voilà, on ne savait pas trop où il en était. Une superbe victoire d'étape en tout début de Vuelta. Peut-être que voilà, il s'est dit, je suis encore en forme pour le moment. Je suis en forme pour le moment. Je vais en profiter parce que je sais que derrière, je vais m'effondrer, Polo. Parce que là, il est passé 6e. Ouais, c'est un Quintana qui sort d'un Tour de France, c'est un Quintana qui vieillit et c'est un Quintana qui est dans la lignée des performances qu'il fait aussi depuis quelques temps. Et quand on sait que Arkea lui a fait un contrat de 3 ans, ça commence à faire peur, surtout si l'objectif c'est de gagner un grand tour. Même pour Arkea, ce sera toujours nouveau d'aller faire des top 5 dans pour Arkea, ce sera déjà très bien, on est d'accord. Mais quid d'un Quintana dans 3 ans, voilà. Moi, j'avais beaucoup d'espoir en lui. C'est un coureur que j'adore. Je pense que vous commencez à le savoir. Un coureur qui essaye, mine de rien, même quand il n'est pas au milieu de sa forme. Il a essayé des choses sur ce Tour d'Espagne. Et ça a porté ses fruits parce qu'il gagne une étape. Il a porté le maillot rouge. Mais voilà, c'est un Quintana qui ne peut plus rivaliser avec les meilleurs, même sur cette Vuelta où il n'y a pas le meilleur plateau. C'est un fait. Et voilà, c'est comme ça. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il a fait illusion pendant 10 jours. Et je me rappelle que la semaine dernière, on faisait l'émission juste avant le chrono. On croyait en Quintana et on se disait voilà. Et à chaque fois, on attendait de voir ce qu'il allait perdre sur le chrono. Et je crois qu'en fait, c'est le chrono qui a donné le ton parce que quand tu as les jambes pour gagner un grand tour, même si tu n'es pas un rouleur, tu n'es pas aussi catastrophique sur le contre-la-montre et tu perds pas 3 minutes sur Primoz Roglic. On a vu par exemple un Miguel André Lopez qui, sans être dans la forme de sa vie, n'est pas à la rue et qui perd que 2 minutes sur Roglic et qui en était sûrement satisfait. Je pense que Quintana, s'il avait perdu entre 1 et 2 minutes, ça aurait voulu dire qu'on avait un vrai Quintana. Le fait qu'il perde 3 minutes, c'était annonciateur de ce qu'elle allait suivre.
assez peu de suspense pour cette 3e semaine de la Vuelta, mais bon, le cyclisme professionnel nous a réservé bien des surprises ces dernières années, que ce soit Froome, que ce soit pour d'autres raisons malheureuses comme Thibaut Pinot. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un grand tour, donc on va quand même rester prudent et attendre, évidemment, être bien devant sur Eurosport et attendre de voir ce qui va se passer. Tu commençais à en parler, Robin, de Miguel Ángel Lopez, c'est l'objet de notre débat. C'est parti. Miguel Ángel Lopez était cité parmi les possibles favoris vainqueurs de cette Vuelta 2019. Pas par nous, hein. Pas par nous, mais voilà, on est obligé de l'évoquer parce que c'est pas parce que nous on n'y pense pas que tout le monde n'y pense pas. Voilà, on n'a pas toujours raison. Et le fait est que voilà, vous aviez raison sur ce plan-là, même si on ne sait jamais encore une fois ce qui peut se passer en 3e semaine. Mais Miguel Ángel Lopez est actuellement 4e de cette Vuelta à 4 minutes de Primož Roglič. Donc la question qu'on se pose dans ce débat, c'est Miguel Ángel Lopez, 25 ans, pourra-t-il un jour, oui ou non, gagner de cette Vuelta? Parce qu'il paraît assez loin de coureurs comme Primož Roglič, comme Christopher Froome, comme Geraint Thomas. Et puis, il y a une nouvelle génération qui pousse derrière Polo. Donc, on se pose un peu des questions à propos de Miguel Ángel Lopez. Ouais, bon, la nouvelle génération, on peut presque encore dire qu'il en fait partie. Il a que 25 ans, mais il y a quand même beaucoup trop de signes qui, pour moi, montrent qu'il ne gagnera jamais un Tour de France. J'avais fait la liste sur mes notes que je n'ai pas sous les yeux, mais je les ai dans la tête. C'est rassurant. Ça commence par le fait qu'il n'est pas très habile sur un vélo, qui chute beaucoup, qu'il a beaucoup de problèmes. On se souvient de sa Vuelta en 2016. J'ai souvenir aussi d'un Tour de Suisse, souvenir du Giro il y a encore quelques mois. Ou sur cette Vuelta même, parce qu'il a chuté avec Higuita, malheureusement sur un revêtement difficile. J'ai envie de te dire que dans cette montée... On n'a pas vu la chute, donc on ne sait pas vraiment. Où Froome aussi est tombé, poussé par une moto, j'ai envie de te dire que ça, à la limite, je lui en veux même pas trop. Parce qu'en plus, il avait attaqué sur cette étape, il était en train de se faire rattraper, ça aussi, il faut le dire. Il y a ce problème d'instabilité sur le vélo. Il est friable. Je ne sais pas si c'est mentalement ou pas, mais parfois il a quand même du mal à tenir sur le vélo. Il me fait marrer comment il le raconte. On dirait qu'il lui faut des roulettes à Miguel Ángel Lopez. Non, mais j'exagère, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a aussi le fait qu'en contre-la-montre, le débours est trop important. On l'a vu avec d'autres, pas forcément des Colombiens. Ça va aussi pour un Romain Bardet, par exemple. Il y en a d'autres des coureurs, j'étais pas en tête, mais voilà, ces lacunes en contre-la-montre sont trop importantes. Et puis le 3e point, et ça c'est un point que j'ai remarqué chez les Colombiens, j'aime bien le dire, mais il y a quand même un plafond de verre qu'ils ont du mal à dépasser après les 25 ans. Ça vaut pour Quintana, ça vaut pour Chavez, ça vaut aussi pour Henao, ça vaut aussi pour Atapuma, pour Uran. Uran a réussi à perdurer, c'est quand même l'une des exceptions, mais c'est l'exception qui confirme la règle, mais qui n'a jamais fait mieux. Et voilà, et il y a un plafond de verre chez ces Colombiens, je ne sais pas comment on l'explique physiologiquement, peut-être qu'au niveau des capacités respiratoires, vu qu'ils ont été habitués très jeunes à être en hauteur, à s'entraîner en hauteur. Marge de progression peut-être plus simple, mais le fait est que... Et à force de courir aussi en Europe, peut-être qu'ils perdent aussi cette capacité qui les a rendus. Et voilà, et il y a de ça aussi. Et voilà, moi j'ai une question. Souvenez-vous de la Vuelta de Miguel Ángel Lopez en 2017, quand il gagne ses 2 étapes à la pédale. À chaque fois, les 2 étapes, il les gagne à la pédale. Est-ce que vous avez l'impression que intrinsèquement, que physiquement, il est meilleur que cette époque-là, aujourd'hui en 2019 ? Non, moi je pense pas, je suis d'accord avec toi, Polo, dans ton analyse, c'est que la progression de Miguel Ángel Lopez, elle a été clairement stoppée en 2019. Il était jusque-là sur une phase ascendante. Est-ce qu'il allait remporter un grand tour et encore plus difficile, le Tour de France? Je sais pas. En tout cas, il était sur une voie qui pouvait l'y emmener. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus compromis. Il me semble qu'on a un tableau avec les résultats de Miguel Ángel Lopez sur les grands tours depuis son arrivée chez les professionnels. Donc, il y a un habitué du Giro. Que des top 10. Voilà. Sur les grands tours qu'il a terminé. Exactement, parce qu'il y a un abandon sur le Giro. Pour commencer, son premier grand tour, il le fait. Et ce qui n'est pas dérangeant, parce que l'apprentissage passe par là. Mais on voit ensuite, avec cette Vuelta 2017 dont tu parlais, Paul, où il termine 8e, et cette année 2018 qui, même si on n'avait pas l'impression de voir un Lopez capable de remporter un grand tour, parce qu'à chaque fois son podium il va le chercher sur les derniers jours et pas à l'arrache, mais il n'était pas en mesure de remporter à la fois le Giro et la Volta, mais il décroche 2 podiums qui veulent dire quelque chose malgré tout de sa régularité sur 3 semaines, et on se dit voilà, 2019 sera l'année de la confirmation.
Et finalement, 7e du Giro au mois de mai. Là, on se dirige vers, pour l'instant, en tout cas, une 4e place sur la Vuelta. Donc, on est sur une phase descendante. Voilà, dans les résultats de Miguel Ángel López sur 3 semaines, c'est pas ce qui était prévu. Et on se dit qu'on se met à comprendre pourquoi Alexandre Vinokourov, le manager d'Astana, ne l'a pas envoyé sur le Tour de France, ni l'année dernière, ni cette année. Il a des doutes sur son coureur. Il lui préfère un Jakob Fuglsang qui est beaucoup plus âgé que lui, quasiment 10 ans de plus, qui avait eu un printemps très chargé. Et il a préféré, malgré tout, envoyer Fuglsang sur le Tour. Ça n'a pas payé, mais il y a un déficit de confiance de Vinokourov envers Lopez. Et on commence à comprendre pourquoi, parce que Vinokourov connaît sûrement mieux son coureur que nous. Et on est en train de, comme dit Paul, de découvrir petit à petit que peut-être Lopez a atteint son maximum, sa meilleure année, en 2018. Et puis Fuglsang aussi, avec le printemps qu'il fait, le Dauphiné qui gagne, il donne des garanties, notamment sur le contre-la-montre que Lopez ne donne pas. Et pourtant, le problème, c'est que j'ai l'impression que, vu le profil de Miguel Ángel López, le tour qui lui conviendrait le mieux, pour moi, c'est le Tour de France. Alors après, évidemment, l'adversité n'est pas la même, et je pense que c'est là qu'à mon avis, Lopez risque de morfler par rapport à des grimpeurs-rouleurs monstrueux que sont des Roglic, on le voit très bien sur cette Volta, mais aussi du Dumoulin, du Geraint Thomas ou du Christopher Froome. Et Bernal. Et Bernal aussi. Mais ne pas non plus oublier Froome qui va revenir l'an prochain. J'aurais aimé le voir sur le Tour de France, sur des cols longs. C'est ça sa spécialité à Lopez. C'est pas du tout un puncher. C'est quelqu'un qui a besoin d'imprimer des rythmes dans des cols. On l'a très bien vu encore hier. C'est là où il est le plus à l'aise. C'est pas sur ces petites montées sèches, ces arrivées en côte qu'on voit sur la Vuelta. Et pourtant, il arrive aussi à faire des bons résultats sur la Vuelta. Mais encore une fois, je le rappelle, j'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, sa remontée sur le podium, il la doit à un très beau raid en Andorre, là où ça monte à plus de 1800-2000 mètres. Donc voilà, j'aimerais peut-être voir un Jean-Miguel Ángel López sur le Tour de France, mais encore une fois, si on demande de savoir s'il va gagner sur le Giro, sur le Tour de France, il sera battu par des adversaires plus forts que lui à cause de tout ce que j'ai évoqué en première prise de parole. Surtout sur le Giro, Paul, il a eu des cols qui lui correspondent, comme tu dis, parce que le Giro, au niveau de la longueur des cols, c'est même au-dessus du Tour de France finalement. Il prend une valise en contre-la-montre. Et voilà, et ça n'a pas suffi à faire la différence, ça n'a pas suffi à en faire un vainqueur potentiel du Giro, alors que la Vuelta lui corresponde pas, je te rejoins. Que le Tour de France lui corresponde davantage que le Giro, je suis pas sûr. Parce que finalement, si le Giro correspond à Thibaut Pinot qui aime les cols longs et durs, il correspond aussi à Lopez. Donc après, le chrono, ça dépend des années. Des fois, il y en a plus sur le Giro, des fois, c'est sur le Tour de France. C'est sûr que le parcours du Tour de cette année aurait pu correspondre à Lopez. Moi, ce qui me déçoit vraiment, c'est de voir que finalement, ce Tour d'Espagne, il est en train de le perdre en montagne. Parce que le contre-la-montre par équipe du premier jour, il reprend du temps à tout le monde, puisque c'est Astana qui le remporte, il est maillot rouge ce soir-là. Et Roglic perd 40 secondes à cause de la chute collective de Jumbo-Visma. Et ensuite, il perd du temps en montagne, il perd 1 minute au Machucos sur Roglic et Pogacar. Il perd 40 secondes encore dimanche au Santuario del Acebo sur de nouveau Roglic, avec Valverde cette fois. C'est trop. Comment tu veux gagner une Vuelta si tu prends un éclat en chrono et qu'en plus tu perds du temps en montagne? Je veux dire, ça n'a aucun sens. On nous a présenté Miguel Ángel López comme le meilleur grimpeur de cette Vuelta. Pour moi, il est largement moins bon que Roglic et Pogacar, déjà. Et avec Valverde, il y a match. Comment tu veux gagner la Vuelta dans ces conditions? Il a aujourd'hui quasiment 4 minutes de retard. Il n'y a que 2 minutes qui sont du fait du chrono. Les 2 autres minutes, il les a perdues ailleurs. On a posé cette question sur Twitter à vous, les rouleurs. Vous avez répondu. Vous avez répondu que non, Miguel Ángel López ne gagnera jamais de Grand Tour à 70%. C'est un pourcentage qui est assez représentatif quand même. On devient de plus en plus pessimiste à propos de Miguel Ángel López. Maintenant, Paul, il y a un truc, c'est que Astana lui fait confiance. C'est-à-dire que sur le recrutement, par exemple, Astana n'a pas de grand leader qui arrive. Astana a quand même Jakob Fuglsang, qui est un bon leader, mais on l'a vu sur le Tour de France, qui est vieillissant, qui n'a pas les mêmes capacités que les autres. Alors, pourquoi Astana lui fait confiance? Et est-ce que c'est pas pour lui la meilleure des situations aussi? Mais attention, c'est pas une pipe, Miguel Ángel López. On a vu ses résultats sur les derniers grands tours. Il fait quand même 2 podiums l'an dernier. Cette année, il est au pied du podium et sur le Giro, il se rate. Et encore, pareil, à partir du moment où il a pris un éclat sur le Giro, il était très actif, il a beaucoup attaqué, il reprenait du temps. Il a eu ce problème sur cette chute et cette bagarre sur la 20e étape qui lui a pas servi. Là, il est au pied du podium, il va encore essayer d'attaquer. Hier, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il attaque tous les jours, il fait rouler son équipe tous les jours et il attaque tous les jours avec Astana, Miguel Ángel López. Il va essayer. Donc c'est pas une pipe, mais voilà, je pense que
pour un podium, pourquoi pas, mais pour la victoire, on part de trop loin en fait. Ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si c'est très drôle, mais j'ai l'impression que c'est quand il essaye d'être offensif et d'avoir du panache qu'il se prend des retours de bâton terribles, alors que ces 2 podiums du Giro et de la Vuelta 2018 et surtout du Giro, il va les chercher peut-être plus en étant suiveur et en prenant peu de risques. Donc finalement, c'est pas en plus, ça ne va pas l'encourager à continuer dans cette voie du panache et de l'offensif si à chaque fois ça ne paye pas. Et il y a un dernier aspect que j'aimerais évoquer sur Miguel André Lopez, s'il faut croire en lui ou non, pour ses supporters, ceux qui ne le sont pas, c'est ce qu'on ressent de lui, parce que j'ai l'impression qu'on ne le comprend pas vraiment, Miguel André Lopez. Il a l'air assez mystérieux comme bonhomme. On a sa déclaration, par exemple, après justement son attaque, où il part avec Pogacar, il a mis Primoz Roglic en difficulté et dit « Je suis heureux d'avoir pris du temps à Alejandro Valverde, j'étais bien en jambes et ça me rend content avant la dernière semaine. » On a l'impression que Miguel André Lopez, qui gagne, qui perde, il est content de lui, Paul. Il est content, ouais, je sais pas, parce que je suis pas dans sa tête et je suis pas non plus dans son staff. Je discute pas avec lui au jour le jour. Mais ce qui est sûr, et pour rebondir sur cette déclasse, c'est que c'est un homme fort en 3e semaine. Ça, il l'a prouvé tout le temps, dès ses premiers grands tours. On parlait de la Vuelta 2017 tout à l'heure. Il gagne 2 étapes, je crois qu'il gagne... Il gagne la 11e et la 15e étape, donc c'est milieu de 2e et début de 3e semaine. Sur le Giro l'année dernière, il va chercher son podium à la fin, l'avant-dernière étape. Sur la Vuelta, pareil en Andorre. Il va être fort. Et là, il a envoyé un bon signe hier. C'est-à-dire que ses coéquipiers vont avoir envie de continuer de bosser pour lui parce que, mine de rien, ses coéquipiers, qui est quand même la meilleure équipe sur le papier de cette Vuelta, bossent pour lui depuis une semaine. Tous les jours, à imprimer des rythmes dans l'école, à essayer de faire casser le... Parce que, mine de rien, la Movistar ne tente pas grand-chose, alors que la Movistar aussi a les armes. Tente différemment. La Jumbo-Visma défend et Astana, pour le coup, et Lopez tente. Même si Lopez se mange des retours de bâton, c'est ce qui est arrivé avant-hier et aussi au match il va tenter et moi autant on en parlait sur le fait qu'il ne gagnera pas un grand tour, ça c'est sûr, autant pour moi il n'est pas encore battu dans la course au podium sur cette Vuelta. Et pour rebondir sur ce que disait Joseph, sur ce que renvoie Miguel André Lopez, c'est sûr que c'est pas, comme beaucoup de Colombiens, c'est pas le coureur le plus ouvert avec les médias. Alors on connaît beaucoup son histoire, avec cette histoire de jeunes qui ont voulu lui voler son vélo et qui leur a répondu, voilà, qui fait qu'on l'appelle Superman, et toutes des anecdotes qui font son début de carrière en Colombie. On connaît beaucoup ça, mais aujourd'hui il donne très peu de choses à la fois aux médias et à son public, à ses fans. Donc c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de s'attacher à lui, c'est aussi plus difficile de le connaître. Évidemment, on peut être un très très grand coureur sans jamais parler à la presse, mais ça fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, il est mystérieux. Moi, je me rappelle avoir eu une interview en face à face avec Miguel André Lopez. Alors, mon espagnol n'est pas optimal, mais c'était pas l'homme le plus bavard. Et ça joue aussi sur l'image qu'il renvoie. Ça me donne envie de le lire, ton interview. elle a justement tellement été moyenne qu'elle n'a pas été publiée. Donc, et finalement, c'est ce qu'on voit dans ses déclarations d'après-course. Voilà, il donne très peu d'indications, il se livre très peu. Alors ça peut être une manière de ne pas donner d'indices à ses adversaires, voilà, de se protéger aussi de la presse parce qu'il a peut-être juste pas envie de parler, il aime peut-être juste pas ça, mais du coup c'est vrai que ça lui donne pas une image de coureur très accessible, très ouvert, comme on peut l'avoir avec d'autres. Ne serait-ce qu'un Alejandro Valverde par exemple est beaucoup plus loquace, beaucoup plus bavard. Beaucoup de scepticisme du coup sur ce plateau pour Miguel André Lopez, mais aussi sur Twitter, 70%, je le rappelle, vous êtes 70% à penser qu'il ne gagnera jamais de grand tour. Si ceux qui pensent qu'il gagnera un grand tour veulent s'exprimer, n'hésitez pas dans les commentaires. D'ailleurs, qui a soulevé d'ailleurs la question, qui adore Miguel André Lopez, s'il a des bons arguments, qui nous les donne. Qu'il n'hésite pas. Les écouter. Exactement. Voilà, c'est terminé pour ce débat-là. On va passer aux bonifications. C'est parti. Première bonification, c'est celle de Polo. Polo, tu veux nous parler d'un Français qui est meilleur grimpeur de la Vuelta. Meilleur grimpeur de la Vuelta, Geoffrey Bouchard. C'est un nom qui ne vous dit rien. Moi, qui me disais rien avant cette Vuelta, je vais être honnête avec vous. Mais c'est normal, en fait, parce que ce gars-là était encore amateur il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, il faisait du vélo la moitié de sa journée, l'autre moitié, il travaillait, en fait. Je ne sais pas où exactement, mais ça devait pas être un travail fou. Et c'était il y a à peine 1 an et demi qu'il s'est mis au vélo à 100% en fait. Et tout de suite, il a eu de gros résultats et il a tapé dans l'œil de Vincent Lavenu qui voulait le passer stagiaire. Et puis, alors qu'il allait être stagiaire chez AG2R, il a remporté le Tour d'Alsace. Et là, Vincent Lavenu s'est dit
je vais l'engager en professionnel directement. Et il fait donc sa première année chez les professionnels, Geoffrey Bouchard. Et autant vous dire qu'il crève l'écran depuis le début de cette Vuelta. Il a pris, il me semble, trois échappées. Au match Choukos, il fait un travail monstrueux pour Pierre Latour. Au passage, il a engrangé beaucoup de points pour le classement de la montagne, classement du coup dans lequel il est leader aujourd'hui, et il va essayer de le garder, c'est son objectif. C'est une belle surprise, une belle découverte pour quelqu'un, comme je l'ai dit, qui n'était pas professionnel il y a encore 1 an et demi, quoi. Il était assistant commercial chez Decathlon. Assistant commercial chez Decathlon. Donc il le disait dans une interview à l'équipe, oui, Ranger, il était dans le rayonnage, il faisait du rayonnage. Moi, j'ai jamais bossé chez Decathlon, mais moi j'ai bossé. Voilà, je sais ce que c'est. C'est pour ça que je te regarde, je me demandais si c'était bien ça la certification. Exactement. Et voilà, ce gars-là a 29 ans, quoi. C'est fou, et c'est sa première année professionnelle. C'est vrai que c'est une belle histoire. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. On voit de plus en plus de jeunes coureurs qui, dans le vélo, arrivent et font des résultats incroyables à 20 ans, voire même parfois avant. On a Egan Bernal, on a Tadej Pogacar. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Mais voilà, il y a aussi des coureurs qui arrivent sur le tard dans le milieu professionnel et qui peuvent eux aussi se montrer. Donc ça fait plaisir. Ouais. Mais du coup, il a une fraîcheur mentale. Il n'a pas peut-être les codes du cyclisme professionnel que d'autres à son âge doivent avoir. Du coup, ça lui donne une espèce de... Il court un peu pas en décalé, mais il court à sa manière. Il n'a pas de code. Il court de manière naturelle, en fait. Et en plus, AG2R permet ça sur cette Vuelta parce que voilà, il y a un peu des électrons libres de partout, vu que Pierre Latour n'est pas forcément au niveau auquel on l'attendait. Dernière bonif, la tienne, Robin, évidemment, celle de Nicolas Hédé. Oui, encore un Français qui est 7e actuellement du classement général. On l'a vu tout à l'heure passer. Ça revient fort derrière, par contre. Ça revient fort, mais il tient bien, Nicolas Hédé. Parce qu'en fait, il a pris le maillot rouge, alors ça remonte à quoi maintenant, une dizaine de jours quasiment, et il l'a perdu dès le lendemain en prenant un gros éclat. Mais depuis ce jour-là, en montagne, il est dans les temps, il est derrière les gros favoris bien sûr, mais je pense que sur les étapes de montagne, si on enlève les échappées, il est toujours dans les 10 premiers. Et finalement, il tient bien ce top 10. Alors, tu l'as dit, ça revient, il est en bagarre avec Karl Fredrik Hagen et Wilco Kelderman. Et Pernsteiner aussi. Mais Pernsteiner est un peu plus loin. Voilà, il y a 2-3 minutes d'écart, un peu plus de 2. Donc ça peut lui permettre de tenir. Il reste 2 étapes de montagne. Moi, je vois Nicolas Hédé tenir son top 10 jusqu'à Madrid et ce sera une belle perf. On sait que Cofidis a souvent performé sur la Vuelta, à l'époque avec David Moncoutier. Nicolas Hédé aussi qui avait remporté un maillot de la montagne. Voilà, ce serait une nouvelle performance pour lui. Il y a eu le maillot rouge un jour qui était une belle aventure. Il y a eu Rada l'année dernière aussi. Exactement. Et voilà, s'il y a en plus de ça un top 10 à Madrid, je pense que ça a tout bénef pour Cofidis. C'était des bonifications tricolores, très tricolores. Mais des Français qui portent des beaux maillots. Je pense que comme l'a dit Robin, il va accrocher un top 10. Il va se faire passer par Kelderman et Hagen, je pense, pas demain, mais après-demain, du coup. Et si ce n'est pas après-demain, ce sera l'avant-dernière étape. Mais oui, top 10, parce que Pernsteiner 29 ans aussi, mec dont je n'avais jamais entendu parler, qui n'a rien gagné. Il a gagné un tour obscur, je ne sais plus lequel, en 2017, je crois. J'avais jamais entendu parler de lui, mais bon, il est un peu trop loin. Je pense que voilà, oui, Nicolas Hédé va garder sa place dans le top 10. Effectivement, Herman Pernsteiner de la Bahreïn Merida, 29 ans en plus, donc voilà, pas tout jeune le Herman. C'est terminé pour les bonifications. On va terminer l'émission comme d'habitude avec le quiz. C'est parti. Le quiz, les amis, Polo et Robin, c'est vous allez devoir trouver qui a dit. Okay. Qui a dit, c'est un premier jeu avec quelques petites déclarations. On l'a déjà fait une fois et Robin avait été meilleur que moi. Voilà. Mais là, on va voir. Bon, elles sont difficiles, mais bon, il y aura quand même un peu de hasard, sauf si vous êtes exceptionnel. Qui a dit ? Lorsque je donne 4 coups de pédale, il y en a 3 pour le fisc. Ah, ça c'est Hinault, ça. Bravo, bon, effectivement, Polo, tu l'avais bien vu. Il est fort là-dessus, il va falloir que je sois bon. 1-0 pour Robin. Qui a dit, après sa première victoire, j'ai gagné, je n'ai plus besoin d'aller à l'école. Hinault aussi. C'est pas Hinault. Mais on est sur ce genre de champion-là. Poulidor ? C'est pas Poulidor. Il n'est pas français. C'est Merckx ? C'est Merckx. Bravo. Eddy Merckx, qui a donc, qui apparemment ne voulait plus aller à l'école. Il était très content. 2-0 pour Robin. Qui a dit ? Et là, on ne parle pas d'un cycliste, on parle d'un acteur, quelqu'un de très connu dans le milieu du cinéma. J'étais trop jeune pour avoir une voiture, donc je faisais l'amour avec mes copines sur la banquette arrière de ma bicyclette. Alain Delon ? Ce n'est pas Alain Delon, c'est un réalisateur. Godard ? Ce n'est pas Godard. Il n'est pas français. Spielberg ? Ce n'est pas Spielberg, mais on est sur la bonne nationalité. Un Américain ? Tarantino ? Ce n'est pas Tarantino.
Trop jeune, c'est plus ancien. Ouais, ça doit être un ancien, c'est pour ça. Bah, il est toujours en vie, hein, notre En fait, là, ami, c'est pas la il est toujours en vie. Hein. Il est né en 1935. Bah, c'est un peu de cinéma, mais voilà, ça a un rapport avec le vélo, j'aime bien. 1935. Il est né en 1935. Il porte des lunettes. 85 ans, ça fait. Georges Lucas. Non, il a un prénom qui commence par un W. Ah, Woody Allen. Woody Allen. Bravo, Robin. Tout à l'heure, j'essaie de le trouver, il ne voulait pas venir. Ouais, bah, c'est Culture sûr que cinématographique catastrophique, on vous salue. Et comme je suis pas bien meilleur, on a mis un peu de temps. ça fait donc 3-0. Voilà. Mais saluons quand même la performance. Hein, parce Oui, que, oui. Voilà. Sur le porte-bagages, c'est quand même très très fort. Il faut de la souplesse. Exactement. Qui a dit ? Les spectateurs et les téléspectateurs sont notre baromètre. S'ils s'emmerdent, c'est qu'on n'est pas bon. Patrick Chen. Ce n'est pas Patrick Chen. Robert Chapat. Non plus. C'est pas un commentateur. C'est un membre du cyclisme professionnel. Madio. Bravo Polo. Ah. Exactement, c'est du Marc Madiot tout craché ça. Madio, ouais. C'est du Marc Madiot tout craché. Ça fait donc 3-1. Voilà, on a fini les qui a dit. Petite question. On revient sur le cyclisme professionnel. Ce n'est pas de la rapidité, mais voilà, c'est peut-être de la rapidité, sauf s'il y en a un qui vous ne savez pas tous les deux, tout simplement. Quel pays compte le plus d'équipes de coureurs, quelle équipe compte le plus de coureurs dans le World Tour cette saison? L'Espagne. Ce n'est pas l'Espagne. Quelle équipe? Quelle nationalité? Ah. La Belgique. Non, alors, Ça reste toujours. ce n'est pas la Belgique. La Belgique est deuxième. Les Pays-Bas. France. Ce n'est pas la France est troisième. Et c'est pas les Pays-Bas non plus. Ce ne sont pas les Pays-Bas. C'est l'Italie. 54 coureurs Et alors qu'ils n'ont italiens. plus d'équipe professionnelle en plus. Ouais, Ils ont plus 54 d'équipe coureurs. Mais apparemment, pro. l'italien s'exporte bien. L'italien s'exporte bien. Voilà, ça fait donc 3-2. Dernière question. 2-1, ça qui vaut donc 2 points. Le coureur qui a pris le plus de départs dans un grand tour historiquement. Chavanel. Ce n'est pas Chavanel, c'est le premier français, il est à 23. Comment il s'appelle Il est italien. Ah non. Il est italien. Il est italien. Garzelli. Ce n'est pas Garzelli. Gino Bartali. Brouzegui. Non, non plus. Pas Bartali. Il a 34 grands tours à son actif. Rebellin. Ce n'est pas Rebellin. Génération 90-2000. C'est un mec qui joue les classements généraux ou Non, pas du tout. non, pas du tout. Pas du tout. Petaki. Ce n'est pas Petaki. Petaki est deuxième. Petaki est deuxième avec 31. Cipollini. Ce n'est pas Cipollini. Benatti. Non, ce n'est pas Benatti, mais on se rapproche. Napolitano. Non. Est-ce que je vous donne les initiales? Oui. MT. Tossato, Matteo bien joué, Tossato, oui. victoire de Polo dans le quiz. Bravo. Bravo, qui est revenu des enfers. Il perdait 3-0. Remontada. Va gagner 4-3. Bravo mon Polo. Paris, ça qui fait la différence, Polo. Oui, dans le bon sens, hein, évidemment. Bon, voilà, on a terminé cette émission sur cette belle victoire de Polo. Ouais, je suis content. Bon, Tossato, on aurait pu l'avant. Plaisir d'avoir perdu. On aurait pu l'avant un peu avant. Oh, quel mytho. Quel énorme menteur. Voilà, c'est terminé pour cette émission, les rouleurs. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Salut les gars. Bisous. Salut.